Le grand oral des grandes gueules. Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise et député du Nord. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de parler politique, du monde d'après, d'Emmanuel Macron, de ce que vous comptez faire aussi, quand la machine politique se sera remise en route. Je voulais savoir ce confinement, d'abord personnellement, comment vous le vivez ? Comment ça se passe quand on est un élu, un député, comme vous, quelqu'un de très actif ? Qu'est-ce que vous faites du coup la journée ? Comment vous vous organisez ? Écoutez, les journées ressemblent à une succession de coups de téléphone et de visioconférences incessantes, c'est-à-dire que d'habitude, on a le numérique qui vient compléter les réunions physiques, et là, c'est du numérique du matin au soir. Ça s'intensifie en plus, parce que l'actualité est telle qu'il y a énormément de tâches à accomplir. Et puis surtout, on se charge d'accomplir dans ces conditions notre mission de parlementaire, à la fois en produisant du contenu. Par exemple, vous n'aura pas échappé que l'Assemblée continue, même si c'est dans un modèle réduit, à fonctionner. Là, aujourd'hui, par exemple, on étudie le projet de loi de finances rectificative du gouvernement, donc tout ça suppose aussi beaucoup de travail. On se réunit beaucoup pour pouvoir organiser tout ça. Et puis également, une des tâches essentielles, c'est la mission du parlementaire, qui est celle du contrôle de l'action du gouvernement. Ça passe par le fait de vérifier partout sur le terrain, à travers de multiples coups de téléphone, de voir si les consignes passées, et y compris les annonces du gouvernement, sont suivies des faits. Et puis souvent aussi de faire remonter au gouvernement des choses qui apparemment, dans la parole publique, auraient été, de notre point de vue en tout cas, délaissées ou mises de côté. Alors, voilà, justement, c'est beaucoup de travail malgré tout. Justement, vous validez aujourd'hui ce plan d'urgence qui est mis en place, ce plan d'urgence économique, les primes de 500 à 1500 euros pour les personnels soignants, ces milliards qui sont injectés pour soutenir les PME, ça vous validez sans problème ? D'abord, j'observe comme vous une chose, c'est que vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, il n'y avait pas d'argent magique. Et j'ai pas vu d'ailleurs qu'il y avait non plus d'union nationale derrière nos soignants pendant toute l'année qui précédait le coronavirus, pendant laquelle, et vous vous en rappelez, le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public manifestait et faisait grève pour dire que l'hôpital ne tenait plus que par leur dévouement absolu. Alors il est bien dommage que ce soit un moment de catastrophe, que l'on se rende compte que finalement, bah oui, de l'argent il y en a et qu'on peut l'investir. Par exemple, vous voyez le plan du gouvernement. Bon, je passe des détails parce que pour l'essentiel, l'argent qui est mis sur la table, ça n'est pas de l'argent frais, c'est souvent du report de cotisation, du report d'impôts. Donc finalement, on pourrait penser que c'est reculer pour mieux sauter, mais quand bien même, c'est un soulagement immédiat. Mais voyez, par exemple, là, le gouvernement met sur la table 100 milliards. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques mois de cela, quand la France Insoumise proposait d'investir 100 milliards d'euros pour remettre l'État sur pied et pour engager la planification écologique, on nous riait au nez en disant « Ah, vous trouvez de l'argent, là, il n'y en a pas, etc. » Bon, on voit bien, effectivement, qu'il faut malheureusement attendre des grands bouleversements comme ceux que nous connaissons, et parfois avec du coup beaucoup de retard, pour prendre la mesure du problème. Ensuite, pour être complet dans la réponse, j'observe que le gouvernement, même s'il a mis en place un certain nombre de choses, par exemple le processus de chômage partiel, qui est très utile dans la période, fait des choix qui tout de même laissent à désirer. Par exemple, le gouvernement a par ordonnance choisi d'augmenter considérablement la durée du temps de travail dans certains secteurs d'activité, de faire en sorte que par accord d'entreprise, on puisse revenir sur des congés payés, de revenir sur des jours de repos, alors que dans le même temps, dès que nous lui proposons de mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus, fût-il même de manière temporaire, par exemple par le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou l'augmentation de la taxe sur les transactions financières, étonnamment, il le refuse. Ce qui, moi, me laisse penser que ce gouvernement considère que le moment que nous vivons, en quelque sorte, est comme une parenthèse, une mauvaise passe, et que l'urgence, c'est de faire en sorte qu'après ou plus tôt, tout recommence comme avant. Et moi, franchement, je vous le dis, si après ça, l'idée, c'est de tout recommencer comme avant, franchement, c'est qu'on n'aura rien compris. Alors, question, on va enchaîner les questions, monsieur le député Quatennens. Joël Dagosseri. J'en ai deux petites. La première chose, c'est justement le jour d'après. Qu'est-ce que vous proposez, justement, parce qu'il va y avoir de la casse. Ça, c'est indéniable. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour limiter la casse? Et la deuxième chose, c'est, j'ai entendu parler de manifestations qui pourraient reprendre dès le 11 mai ou bien après pour manifester contre le gouvernement. Est-ce que vous soutenez ce mouvement d'anarchistes ou d'autres qui veulent là manifester tout de suite contre le gouvernement, en tout cas pour les mesures sociales? Adrien Quatennens. D'abord, vous dire une chose, depuis le début de cette crise, la France Insoumise a signifié notamment au gouvernement sa disponibilité pour l'unité d'action. Qu'est-ce que c'est l'unité d'action? C'est le fait de relayer des consignes sanitaires, de vérifier qu'elles soient bien passées, de ne pas en rajouter dans finalement tout ce qui pourrait
atteindre l'efficacité du confinement et des consignes sanitaires. Mais cette unité d'action, elle ne vaut bien sûr pas union nationale, parce que les décisions prises par le gouvernement, qui, il faut le rappeler, n'est pas un collectif de médecins ou de scientifiques, elles sont de nature politique. Et parce qu'elles sont de nature politique, elles doivent pouvoir être discutées et débattues. Donc moi, pour répondre à votre question, je vous le dis, quand le gouvernement nous parle désormais de relancer la machine économique, et on a bien le sentiment depuis l'allocution présidentielle que d'ailleurs, le quoi qu'il en coûte macroniste, c'est à partir du 11 mai, quoi qu'il en coûte, retourner travailler. Parce que ce gouvernement, compte tenu de la manière dont il est fait politiquement et économiquement, n'est pas capable de considérer, et moi j'espère que quelques-uns d'entre vous pourraient être convaincus par ça, c'est que la crise à laquelle nous sommes confrontés, ce n'est pas simplement la crise d'un virus, c'est la crise d'un virus qui vient s'abattre sur un modèle économique, un modèle politique particulier qui nous a beaucoup fragilisés et nous a mis en situation de vulnérabilité. Donc moi, je réponds à votre question, que faut-il faire après ? Eh bien, relancer la machine, oui, mais ne pas la relancer avec les paramètres de la machine qui précédait la crise. Par exemple, nous avons besoin d'engager la planification écologique et pour cela d'investir beaucoup d'argent. Ce pays regorge de talents, de capacités techniques pour faire en sorte qu'on se lève le matin, non pas pour faire la croissance pour la croissance, compétition, tout le reste, mais pour relever les prochains défis. Parce que je vous le dis tout de suite, aujourd'hui nous faisons face à une crise sanitaire, mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que d'autres prochaines crises sont à l'agenda politique ? Par exemple, les scientifiques nous disent qu'il y aura des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Eh bien, il faut s'y préparer. Et la crise que nous vivons montre que nous n'étions pas prêts. C'est l'échec, en quelque sorte, de ceux qui ont préféré le libre marché à l'État, la concurrence libre et non faussée et la compétition à des cadres de coopération, et aussi à certains égards le grand déménagement du monde par des accords de libre-échange à la relocalisation de certaines productions. Vous voyez, je cite qu'un exemple, mais les masques dont on a beaucoup parlé, outre le fait qu'on ait décidé de remettre à la Chine le soin de produire pour toute la planète, en France, jusqu'en 2018, il y avait une entreprise que vous connaissez peut-être, à Plaintel en Bretagne, qui pouvait produire jusqu'à 200 millions de masques par an. Cette entreprise a été fermée, vendue aux États-Unis. Et on a même, les Américains qui l'ont récupéré ont même détruit les machines de production pour qu'on puisse... Alors juste, il y avait la deuxième question sur les manifestations. Est-ce que, alors qu'on relancera la machine économique, est-ce que ce sera déjà le temps de la manifestation, Monsieur Catenens ? Ce qu'il faut dans tous les cas, c'est vérifier sur quelle base on relance la machine économique. Moi, je vous le dis, si la perspective après ce confinement, c'est de dire maintenant tout le monde se retrousse les manches et on refait partir la machine dans les mêmes paramètres qu'avant, et puis qui plus est, on va peut-être proposer comme seule perspective politique aux générations futures de travailler pendant des siècles pour régler des dettes dont tout le monde sait qu'elles ne seront jamais payées. Si c'est ça le modèle que le gouvernement se propose de remettre en route, clairement qu'il ne compte pas sur nous pour avoir le... Et donc vous le ferez savoir en manifestant, quoi. Voilà. Et moi, pour l'instant, ce que j'appelle d'abord et avant tout, c'est à respecter les consignes sanitaires. Et vous voyez bien que c'est pas d'actualité que de pouvoir manifester physiquement. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, on fait d'autres choses. On fait signer des pétitions, par exemple, pour le rétablissement de l'ISF. On propose des manifestations en ligne pour pouvoir, certes, politiser le moment, mais ne pas prendre de risques. D'abord et avant tout, c'est une crise sanitaire et nous n'en avons pas fini avec elle, tout le monde le sait. Alors, question de Fatima Ibnouna. Je lisais l'article d'un économiste marocain qui s'appelle Monsieur Azirar, et lui disait que la crise du corona, l'homme allait survivre, mais pas l'ordre mondial tel qu'il est. Donc lui aussi parlait d'une forme de rupture, il en parlait par rapport à des pays comme le Maroc. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on entend beaucoup ce mot rupture. Le président lui-même a parlé du mot rupture, a dit que ça allait recommencer et pas comme avant. Certains, même de droite, remettent en question la mondialisation parce que la crise a pris les patins les deux patins de la mondialisation, hein, la mobilité et puis l'échange. Donc tous les partis vont remettre en question plus ou moins la mondialisation. Quelle est votre différence dans cette rupture? Parce que je pense que le mot rupture, on l'entendra jamais autant que dans les années à venir. Donc comment, dans cette fausse monnaie des mots, quelle est la spécificité de votre rupture à vous, concrètement, au-delà de ce mot? Vous avez 1000 fois raison. D'abord, souvenez-vous qu'il y a longtemps, on vivait une crise qui était d'abord financière. Et on se souvient, moi je l'ai du discours de Nicolas Sarkozy à l'issue de cette crise. Pour vous, c'était un discours dans le... Alors,
Attendez, parce que ça... Pardon, Monsieur Caténaz, parce qu'on a un petit souci. Je suis désolé, comme c'est par Skype, on a un souci de ligne là, comme on dit, c'est en train de décrocher. Donc je vais voir. On va prendre simplement une minute pour vous rappeler, pour essayer de reprendre une bonne connexion, et ensuite vous revenez en direct avec nous. Pour cette notion de rupture, parce qu'on se souvient que depuis la crise financière avec Nicolas Sarkozy, on avait entendu rien ne sera plus comme avant avec la crise financière, et on a l'impression, est-ce que c'est le système, est-ce qu'on arrive au bout, la boule a éclaté, hein, comme dit Lacan, ça s'échauffe et ça explose à la fin. Dans ces cas-là, il faut prendre deux exemples. Prenons deux exemples. Conjoncturel, c'est structurel. Et dans ces cas-là, c'est ce que j'aimerais avoir dans chaque partie, comment il se Prenons deux exemples. On prend la France et l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne s'en est mieux sortie ? Parce que l'Allemagne, elle a eu la crise comme nous. Eh ben peut-être. Bah oui. L'Allemagne, et on a Adrien Caténens qui est revenu avec nous. Oui. Alors, puisque vous entendez, Monsieur Caténens, oui, parfait. On a rétabli la liaison. Mais prenons deux exemples comparables. Non, mais il est en train de répondre sur. Justement, sur le rien ne sera plus comme avant. Mais l'Allemagne a subi la crise comme la France en 2008. L'Allemagne a eu le Covid comme nous. Mais l'Allemagne s'en sort mieux parce qu'elle a un système d'organisation qui est différent. Elle a davantage anticipé aussi parce qu'elle a une population qui est vieillissante. Elle a mis le paquet sur la santé, sur la réanimation. En Allemagne, les hôpitaux qui étaient publics et qui marchaient moins bien, on les a privatisés, modernisés. Est-ce que c'est pas plutôt notre système d'État trop lourd, avec trop de strates qui a péché dans cette histoire aujourd'hui, et pas la mondialisation, Monsieur Caténens? Non, c'est pas une question de trop de strates, c'est une question de moyens alloués à nos services publics. Regardez, si vous regardez un peu ceux qui sont en première ligne, le personnel de santé, mais aussi ce que le chef de l'État appelle la deuxième ligne, c'est-à-dire en gros les professions toujours mobilisées pour faire tourner la machine dans cette période. Convenez avec moi que pour beaucoup, ce sont des services publics essentiels. C'est des fonctionnaires pour l'essentiel, et souvent des petites payes d'ailleurs. Donc non, moi je crois justement que c'est un problème de moyens. Notre modèle de santé, Alain Marchal, il a été admiré à travers le monde. La sécurité sociale, c'était quelque chose de tout à fait novateur. Donc non, moi je pense que c'est plutôt dans la consolidation d'un modèle avec lequel beaucoup de dirigeants ont rompu et nous ont amené à autre chose, ont fragilisé le modèle. Mais je veux répondre à la question qui était posée juste avant qu'on fût interrompu, si vous voulez bien. Je le disais, il y a 12 ans, c'était une crise financière. Nicolas Sarkozy nous disait à la sortie, c'est fini le capitalisme sauvage mondialisé. On a vu le résultat, c'est que ces leçons n'ont pas été tirées. D'ailleurs, depuis le début de la crise, là, moi, j'ai sous les yeux quelques noms d'entreprises parmi les plus connus, AXA, Allianz, BNP, Hermès, Total. Rien que depuis le début de la crise du Covid, ces quelques entreprises, tout ensemble, ont distribué 15 milliards d'euros de dividendes. 15 milliards, vous imaginez ce qu'on pourrait faire pour la planification sanitaire avec ces sommes dans cette période de crise. Donc, sur ce qu'il convient de faire par la suite, c'est clair que tout le monde va appeler à se réinventer. Et moi, d'ailleurs, j'observe que de ce point de vue, et on pourrait s'en gauzer, il y a une forme de victoire culturelle, parce que toutes sortes de mots qui étaient dans nos bouches avant sont maintenant partagés par tout le monde. J'ai entendu le président de la République parler l'autre soir de planification. J'entends M. Lagarde parler d'un retour du ministère du Plan. J'ai même entendu le président parler des jours heureux. On a vu Xavier Bertrand dire surtout pas d'austérité après la crise, alors que précédemment, il était plutôt connu pour défendre d'autres politiques. Donc, si vous voulez, dans la période, c'est vrai, vous avez raison, toutes sortes d'acteurs politiques vont flotter un peu comme des bouchons à la surface et au gré du courant vont prendre telle ou telle position. Moi, sans en tirer une gloire pour nous-mêmes, il est clair que nous avons reposé le programme L'Avenir en commun sur la table parce qu'à bien des égards, il nous apparaît adapté. Moi, c'est pas moi qui vais vous dire que je vais complètement réinventer l'eau chaude, comme si tout ce que nous racontions n'était pas adapté à la situation. Vous savez, L'Avenir en commun, on pourrait en parler longuement, c'est un programme de gouvernement qui est opérationnel. Alors oui, c'est un choix de rupture, c'est clair, mais il ne date pas d'aujourd'hui, et après cette crise, il est toujours à disposition. Alors, il nous reste encore 3 minutes. Il y a une question qui vient pour vous des Deux-Sèvres, du chef d'entreprise Johnny Blanc, M. Caténens. Oui, moi je pense quand même, malgré tout, quand on compare le système allemand et le système français, j'ai quand même l'impression qu'en Allemagne, on a répondu plus facilement au niveau sanitaire, parce que les hôpitaux, contrairement à ce que vous dites, qui sont gérés par les régions et non pas par l'État, et ils ne sont pas que gérés, c'est les régions qui payent. Là, en France, dans tous les hôpitaux, les maires, les présidents de comité sont dans les conseils d'administration, mais même s'ils émettent un avis, c'est pas leur argent, c'est l'État qui finance. Et je pense que si on veut pas en France vraiment décentraliser ses pouvoirs et donner le pouvoir aux régions pour beaucoup de choses, ça ne peut pas être géré depuis le fond d'un bureau qui se trouve à l'Élysée ou ailleurs, quoi. Moi, je vois les choses comme ça. Monsieur Caténens. Écoutez, moi, je souhaite à nos voisins allemands de ne pas trop subir les conséquences de cette crise, mais j'appelle aussi à la prudence, parce que comme ça n'est pas un État centralisé, mais avec des Länder, et que la politique qui est menée est différente d'un Länder à l'autre,
on pourrait être surpris par la suite. Donc attendons de voir. En attendant, moi le modèle allemand... Peut-être que les régions, mais peut-être que les régions différentes ont besoin d'un mode de gestion différent. Le problème, c'est que c'est ça en France. On décide tout depuis Paris et c'est tout. Vous savez, il est quand même de bon ton de prendre en exemple le modèle allemand. Si vous voulez, on peut se comparer. Le modèle allemand, c'est aussi 13 millions de pauvres, monsieur. C'est aussi des infrastructures qui se cassent littéralement la figure. Et combien en France? Combien en France de pauvres? 9 millions et un taux de pauvreté des seniors qui est bien inférieur. Voilà, et des taux de prélèvement qui sont beaucoup plus importants. C'est ça le paradoxe. Oui, non, mais tout à fait. Oui. Écoutez, moi je crois au retour de l'État. Et je crois que face aux défis, je crois face aux défis présents et futurs, et y compris la question de la crise climatique que l'on va devoir affronter aussi, et qui est peut-être plus prévisible celle-là que celle du coronavirus qui nous est tombée sur le coin de la figure, eh bien je crois qu'il va falloir investir beaucoup. Et voyez-vous, par exemple, l'Allemagne, à l'échelle de l'Union européenne, est en train de jouer un jeu qui montre que l'Union européenne peut se disloquer. Je vous demande d'entendre par exemple que les 540 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par l'Eurogroupe, l'accord qui a été trouvé au sein de l'Union européenne la semaine dernière, c'est un accord qui est conditionné, en dehors des dépenses de santé, à de futures politiques d'austérité. Preuve, s'il en fallait une, que la solidarité dans ses rangs n'existe pas et que l'Union européenne est incapable de solidarité. Donc elle pourrait aussi se disloquer. Et les Allemands là-dedans, peut-être parce qu'ils s'en sortent mieux actuellement, jouent plutôt en quelque sorte pour leurs propres pommes. Bien moi je crois que le monde d'après, on va commencer tout de suite, c'est un monde où l'entraide et la solidarité est mis au sommet de la hiérarchie des normes. Sinon on peut continuer et on se donne rendez-vous à la prochaine crise. Notre nature, je ne la prévois pas, et on sera tout aussi impréparé qu'on ne l'était cette fois-ci. Il faut planifier, il faut organiser, et pour ça, il faut sortir des dogmes, notamment budgétaires, qui ont précédé. Merci M. Catenens, coordinateur de la France Insoumise, député du Nord. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je salue le camarade Johnny Blanc qui était connecté depuis les Deux-Sèvres, Fatima et Joël. Merci d'être venu aujourd'hui.